Et voilà, c'est bon. Ça commence dans 5 minutes. Non. Bon, c'est maintenant. Donc venez vous asseoir s'il vous plaît. Bon, je démarre. Bonjour à tous. Je remercie d'abord l'équipe pour cette invitation et puis pour son accueil chaleureux ce midi, d'une part. D'autre part, je vais vous redonner le titre de cette première conférence qui porte sur la société féministe du Havre entre 1908 et 1923. Et cette société féministe, c'est sans doute le groupe le plus important qui a vu le jour entre 1900 et 1950 sur le thème du féminisme au Havre. Et ce qui nous intéresse d'explorer aujourd'hui, c'est d'une part qui compose cette société, qui étaient ces femmes et ces hommes, parce que c'est une société qui est mixte, comme très souvent pendant la première vague, hein, on va avoir le temps de l'évoquer. Quels sont leurs moyens d'action ? Et quelles sont leurs revendications. Et ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est de faire des ponts avec ce que nous vivons aujourd'hui et de voir dans quelle mesure et de quelle manière est-ce que nous sommes un peu les héritiers ou non de cette société féministe. Alors, on se demande toujours, dans ce cas de figure, si on intervient comme historienne ou comme militante. Alors, je vous dirais que j'interviens surtout comme historienne. J'ai soutenu une thèse sur les réseaux philanthropiques en Seine-Inférieure entre 1890 et 1923 l'année dernière. Mais il va de soi qu'on recommande toujours aux historiens d'avoir de l'empathie pour leur sujet. Donc là, c'est le cas. La société féministe, c'est vraiment, si vous voulez, une pépite tout à fait intéressante pour les historiens en Seine-Inférieure pendant cette période-là. Alors, la première question qu'on peut se poser pour cette introduction, c'est de se demander, mais comment se fait-il, alors que l'Université du Havre existe depuis 1984, comment expliquer qu'il n'y ait pas de publication sur cette société féministe, si elle était importante, sur cette association féministe? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, elle est simplement au niveau des archives, c'est qu'une association, c'est une association, elle est forcément d'ordre privé, et donc les archives sont d'ordre privé, et donc il n'y a pas obligation de conservation, donc on recommande à tout le monde de bien conserver ses archives quand on fait partie d'une association. Et pour le coup, pour la Société féministe du Havre, beaucoup de choses ont été égarées, et nous pouvons travailler avec les publications qui sont peu nombreuses, mais on en redécouvre tous les mois, si je puis dire. Voilà, on redécouvre en ce moment des sources intéressantes. Et il y a trois autres raisons, me semble-t-il, qui cette fois-ci sont d'ordre, dirais-je, beaucoup plus idéologique. La première chose, c'est que lorsqu'il y a une baisse de la revendication féministe, comme ça va être le cas dans les années 30, dans les années 40, on est dans un creux de vague entre la première et la deuxième vague, même si on reviendra sur cette question-là. Je pense qu'Élie Thomas reviendra sur le sujet ensuite. C'est tellement plus facile de dire que les autorités nationales ont donné le droit de vote en 1944 pour le règlement, pour la loi, pour le point législatif, et en 1945 pour l'utilisation de ce droit de vote. C'est tellement plus facile que ça a été donné plutôt que de dire que ça a été obtenu. Donc voilà, quelque part, il y a un certain intérêt à masquer cette revendication en disant que c'est de son plein gré que le gouvernement a donné le droit de vote immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. La deuxième raison, c'est que quand on escamote les mémoires de la Société féministe du Havre, donc de cette association de militants, eh bien, on nous donne l'impression, quelque part, que l'histoire est en progrès permanent. Nous aurions bien tort de nous plaindre, puisque le sort de nos consoeurs au siècle dernier était bien pire que le nôtre. Donc, quelque part, il y a une économie également de nature revendicative qui est de nous dire, vous voyez bien que vous êtes dans une situation de progrès, et faire disparaître les revendications du siècle dernier, alors que ces femmes ont de l'aplomb et ces hommes ont de l'aplomb, on ne va pas en douter un instant, eh bien, sert à effectivement majorer notre propre condition. Ça me paraît être un point qui est tout à fait intéressant. Et puis, d'autre part, il faut bien dire que dans ces temps actuels où il y a peut-être des dissensions dans certains courants féministes, vous vous doutez bien que par mon âge, j'appartiens plutôt à la tradition, dirais-je, universaliste. Eh bien, c'est dire que
jouer des dissensions entre les différents féminismes, c'est un motif récurrent tout simplement de l'antiféminisme. Et il me semble que la Société féministe du Havre, à cet égard, on va le voir tout à l'heure, a donné un bon mode d'emploi pour les militantes, de manière à se forger avant tout des points communs, plutôt que d'insister sur des dissensions. Et c'est un point qui me paraît tout à fait intéressant dans le militantisme, que de partir sur un point commun, une base commune de revendication, sur laquelle personne ne va transiger, plutôt que d'insister sur les différences. Et c'est en ce sens que ce modèle de société féministe entre 1908 et puis, en gros, la Première Guerre mondiale, me paraît tout à fait pertinent. Alors, je dirais simplement dans cette introduction 2 points supplémentaires, c'est que d'une part, ce n'est pas de l'histoire locale, puisque la Société féministe du Havre a contribué à l'élaboration des grands mouvements nationaux. On est à l'époque où les mouvements nationaux qui étaient parisiens et qui vont devenir véritablement à l'échelle de l'Hexagone, cherchent des points d'appui en province. Donc ça, c'est très intéressant. On pourrait comparer avec d'autres régions de France. Et puis d'autre part, ce n'est pas non plus l'histoire des femmes, car comme je le disais tout à l'heure, la Société féministe du Havre, elle est mixte. Quand elle est créée en 1908, il y a des hommes qui sont importants, qui sont militants à l'intérieur, qui tiennent la correspondance, qui rédigent les PV et qui sont très actifs aux côtés de ces femmes qui sont parfois leurs épouses et parfois non. Donc c'est tout à fait intéressant de souligner ce point. Alors, on va voir 3 choses. En quoi est-ce que la naissance de la société féministe, c'est à la fois un lieu, un moment et des idées? Ensuite, qu'est-ce qui a été fait concrètement dans l'action militante à cette période-là? Et puis ensuite, ce que Christine Barr de l'Université d'Angers avait appelé l'étrange défaite. Comment expliquer cette redescente de ce courant féministe juste après la guerre? Alors, ce qui nous semble absolument exceptionnel, en fait, est né dans un cadre local tout à fait favorable à ce féminisme. En fait, quand on est au Havre à l'époque, il faut se redire que aux alentours de 1900, le Havre est un très grand port avec une industrie plurielle, des activités nombreuses, multiples, un milieu y compris dans les élites dirigeantes, qui est extrêmement cosmopolite, avec des catholiques, des protestants, des Anglais, des Allemands, des Suisses. La communauté immigrée dans les élites dirigeantes sont très importantes. Et il y a un noyau de protestants qui est tout à fait favorable aux lois de scolarisation. Et on a l'impression qu'au niveau local, il y a un vrai répondant qui est donné à la législation toute nouvelle sur la scolarité obligatoire. Et c'est dans ce milieu de la scolarisation que va naître le féminisme. Donc au Havre, on a par exemple une école primaire supérieure, donc qui servait, quand on avait fini la communale, à continuer pendant quelques années pour obtenir son brevet supérieur, et qui, pour les classes populaires, qui n'allaient pas au lycée, permettait effectivement d'avoir accès à des emplois plus qualifiés. Il y a une tentative d'avoir une école normale qui finalement n'a pas vu le jour. Et puis il y a surtout la mise en application de la loi Camissé qui prévoit un enseignement secondaire pour les jeunes filles. Et le lycée de jeunes filles du Havre a ouvert en 1885. Et donc c'est, j'ai envie de dire, un tremplin pour des jeunes filles, plutôt de la classe moyenne d'ailleurs, puisque les grands négociants en général ont plutôt une préceptrice, une gouvernante, va-t-on dire, à la maison. Et ce sont plutôt les jeunes filles de la classe moyenne qui vont entrer dans ce lycée. Et puis, on a surtout des dirigeants municipaux, et au premier lieu Jules Siffried, qui va être député puis ministre. Jules Siffried qui laïcise les écoles de filles dans les années 1890, après avoir laïcisé les écoles de garçons, et qui va s'arranger, par exemple, pour que les institutrices aient le même salaire que les instituteurs, ce qui est complètement exceptionnel à l'époque. C'est vraiment la municipalité qui va abonder les salaires féminins. Et donc, on va avoir une sorte de vivier féminin de l'instruction publique, peut-être chez les jeunes filles, mais surtout chez les institutrices. Et pour reprendre l'expression du poète et de l'écrivain Charles Péguy, qui parlait, qui faisait allusion au hussard noir de la République, on peut dire que dans le cas du Havre, le hussard noir, c'est une hussarde, parce que finalement, plus de la moitié des instituteurs et institutrices sont des femmes. D'autant plus qu'elles enseignent également au lycée de garçons. Dans les petites classes, ce sont des femmes qui enseignent. Donc on a un vivier vraiment très important. Et il y a un grand congrès en 1885, un congrès international des instituteurs au Havre, et plus de la moitié des délégués havrais sont des femmes.
Donc on a déjà un vivier de gens qui sont d'une part passionnés par leur métier et d'autre part qui veulent aussi assurer la promotion de l'enseignement féminin. Et c'est ici que cette société va naître. Bon, il faut également indiquer qu'on a une vague nationale et internationale tout à fait importante dans le féminisme. En 1901, on va voir se créer la première grande association féministe nationale, qu'on appelle le Conseil national des femmes françaises, qui va naître autour de la protestante Sarah Monod et de Julie Siffried, donc l'épouse de Jules Siffried, qui est dans un premier temps vice-présidente et qui sera présidente à partir de janvier 1913. Et ce Conseil national des femmes françaises, qui au début n'est pas très radical, va finir par comprendre, à partir de 1906, que si on ne réclame pas le droit de vote pour les femmes, on n'obtiendra pas grand-chose. Donc on va passer d'un conseil qui est féminin, un conseil qui devient plutôt féministe, et qui va vouloir s'ouvrir vers la province. Et dans ce cadre, on a déjà à Rouen des causeries autour de la place des femmes. Et dans ce cadre, on va avoir une militante qui s'appelle Pauline Rebours et qui va monter, qui va construire cette société féministe du Havre. Alors Pauline Rebours, elle est tout à fait caractéristique de son temps, à la fois par son origine sociologique et puis par son origine géographique. C'est la fille d'un principal de collège de l'époque. Elle est petite fille de chapelier. Et elle habite dans la Manche, à Mortain, qui est aujourd'hui, enfin qui à l'époque devait être, je crois, un chef-lieu de canton, probablement. Et puis, elle épouse Raoul Rebours, qui est fils et petit-fils d'instituteurs. Et on a vraiment, voilà, il avait un grand-père qui était cultivateur également. On a vraiment dans ce milieu instituteur, en permanence, des femmes qui sont d'une origine un tout petit peu plus financièrement et culturellement plus élevée que leurs conjoints. C'est assez fréquent à l'époque. Mona Ouzouf l'a très bien montré. Et d'autre part, on a ce flux migrant de la Manche qui va vers la Seine inférieure. C'est une sorte d'exode rural. La Seine-Maritime, c'est le seul département, enfin on dit Seine inférieure à l'époque, avant 1956, la Seine inférieure est le seul département qui ne perd pas d'habitants pendant cette période. Donc elle s'installe au Havre, sa tante est déjà ici d'ailleurs, on suppose qu'elle était très bien accueillie dans le milieu des instituteurs et institutrices du Havre, et après quelques mutations, voilà, elle va revenir au Havre en 1903, elle épouse Raoul Rebours, et lui était déjà connu pour avoir soutenu dans un conflit à l'École normale supérieure de Saint-Cloud des militantes féministes. Donc il est repéré déjà par le journal féministe La Fronde, il est déjà repéré en 1902. Donc il est sûr que ces deux militants se trouvent. Et c'est un couple qui va rester dans le militantisme engagé jusqu'aux années 30 au moins. Et ils sont connus pour cela. Raoul Rebours sera un élu municipal dans la municipalité communiste de Courbevoie après la Première Guerre mondiale. Et donc, ils vont partager leur temps assez rapidement entre leurs trois enfants. Leur travail à l'école primaire supérieure du Havre et dans le militantisme donc, de la société féministe, où lui assure la correspondance et la rédaction donc, des procès-verbaux, comme j'en parlais tout à l'heure. Alors, la société féministe du Havre est fondée le 23 mai 1908. Le Petit Havre, journal qui a le plus fort tirage de l'agglomération à l'époque, en fait part 2 jours plus tard. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est possible de trouver qui sont les autres militants. Alors, il y a 2 choses qui les caractérisent, et ça m'intéresse beaucoup de ce point de vue, c'est intéressant parce que ce sont des gens qui appartiennent à la classe moyenne. Et si on réfléchit un petit peu historiquement, cette classe moyenne, c'est un petit peu un impensé historique, c'est-à-dire que l'école marxiste, et on le redira tout à l'heure, l'école marxiste a un certain nombre d'ombres dans son regard, et on a cru pendant longtemps que n'existait au Havre qu'un conflit assez bien géré par les élites, il faut le dire. Les œuvres philanthropiques, elles sont là un peu pour calmer la classe ouvrière, dirais-je. Et on a l'impression toujours qu'il y a les élites, je dirais les grands bourgeois de la côte, de la rue Félix-Faure actuelle, et la classe ouvrière. Or, c'est tout à fait faux, parce que effectivement, on a une classe moyenne qui est montante, et les militants de la société féministe représentent tout à fait ce milieu d'employés, ce milieu d'instituteurs, d'une petite classe moyenne qui va trouver sa place dans cette ville. Donc sociologiquement, si je regarde un petit peu qui est-ce qui milite à la société féministe, alors déjà c'est un long combat parce qu'on n'a pas de liste, donc on les repère dans les journaux, on les repère dans les écrits, mais ce n'est pas toujours facile de les trouver. Alors chez les femmes, j'ai 3 institutrices, 3 professeurs d'école primaire supérieure, une professeure de piano,
une veuve d'un capitaine de navire qui a 8 enfants, une lingère sur laquelle on reviendra, elle est très intéressante cette dame, et une avocate. Chez les hommes, on a un employé de chemin de fer, un professeur de PS, c'est le mari de Pauline Rebourg, un commerçant, un avocat. Et l'avocat, c'est René Coty, qui, juste après l'affaire Jules Durand, va entrer donc à la Société féministe du Havre. Et donc, évidemment, c'est une personne qu'on met en avant, puisque voilà, il a quand même, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même un réseau et qui est relativement connu au Havre. Alors c'est assez différent de la situation rouennaise, où la sociologie est un petit peu plus élevée financièrement et sociologiquement. Voilà de quoi se compose la société du Havre. Ce qui est plus intéressant, c'est que tous ces militants ont déjà appartenu à d'autres cercles militants et viennent donc de 3 milieux différents. Alors d'une part, il y a une partie des militants qui sont des francs-maçons. En fait, on le sait peut-être pas, mais il y a une obédience maçonnique qui est née au tournant du siècle, et il y a plusieurs loges qui se créent en Normandie. La loge de Rouen, c'est la loge numéro 3, la 3e donc née en France. La loge du Havre, c'est la loge numéro 5. C'est une institutrice de l'école Dumay d'Applemont, Georgina Lyon, qui a été initiée en premier et qui a pu donc ouvrir les feux de la loge numéro 5. Et c'est donc l'obédience du droit humain, qui est encore aujourd'hui une obédience mixte et très active dans la franc-maçonnerie. Donc voilà, ils sont une grande dizaine, entre 10 et 20 au Havre. Il y a également les amicales d'anciennes élèves, dans lesquelles il va y avoir un recrutement très important pour la société féministe du Havre. Alors, pour situer un petit peu les amicales, c'était des groupements qui étaient prévus par Ferdinand Buisson, ministre de l'Instruction publique, et qui prévoyait qu'on fasse l'école après l'école. Donc c'est dans le cadre de l'éducation populaire, et l'intérêt des amicales, c'est qu'à l'époque, on a des jeunes filles qui, à 13 ans, et à 12 ans, si elles sont déjà leur certificat d'études, vont quitter l'école primaire pour travailler en général à la manufacture des tabacs, comme repasseuses, comme couturières. Les institutrices proposent, dans le cadre des amicales, de revenir à l'école le soir, le dimanche, pour écouter des poèmes, pour chanter, pour aller se promener, surtout ne pas faire d'éducation ménagère. Et les institutrices au Havre essaient de vraiment tenir ce challenge en disant les mères de famille, elles vont apprendre ça à leurs filles, mais ces jeunes filles, elles vont faire autre chose. Et dans l'idée toujours de ces protestants qui ont dirigé pendant tant de temps le ministère de l'Instruction publique en France, l'idée c'était de consolider les acquis, la lecture, l'écriture chez les jeunes filles. On peut reprendre ici la fameuse phrase de Jules Ferry dans son discours de la salle Molière dès 1870 qui avait dit « Il faut que la femme appartienne à la science ou qu'elle appartienne à l'Église ». Et pour sortir les filles et les femmes et les épouses des raies de l'Église, l'idée c'était de consolider donc l'instruction. Et cela, on le doit au protestantisme, véritablement. Et donc, effectivement, ces filles vont revenir dans les amicales. Alors, bien sûr, il y a des amicales de garçons, ne les oublions pas, mais on peut les oublier tout de même un peu, puisqu'il y a quand même beaucoup de sollicitations à l'époque dans les clubs sportifs. Et donc les garçons, au début, ils font un peu de tir, on apprend à faire du tir. Il y a des écoles de tir, donc ça dure quelques années. Mais très très vite, les garçons, en fait, vont vers d'autres cieux. Le football au Havre, c'est 1872, club doyen Le Hac. Et donc ils vont aller assez vite vers d'autres cieux, alors que les filles vont tenir à leurs amicales. Et je vous assure, c'est absolument émouvant quand on regarde. On a 3 listes de membres d'amicales, et ces jeunes filles, elles viennent entre cousines, entre voisines, entre sœurs, et elles viennent donc lire, chanter après 10 heures de travail quand même, il faut quand même s'en rendre compte, et les institutrices sont des bénévoles. Donc ce milieu amicaliste est extrêmement important. Et puis enfin, il y a l'Université populaire du Havre. Alors les universités populaires, c'est assez connu en France, ça a été bien étudié. Ce sont des groupements qui sont nés. Alors, l'éducation populaire est traditionnelle en France, et c'est tant mieux, mais les universités populaires ont été davantage remises à l'honneur, vais-je dire, par Georges Deherme en particulier, après l'affaire Dreyfus, avec l'idée de réveiller les consciences et que la France ne se retrouve pas à nouveau avec l'armée étant la grande muette, on en est bien d'accord, mais avec un procès aussi inique
que lors de l'affaire Dreyfus, et pour que les consciences, les intellectuels, pour la première fois, en France, se disent « nous avons une tâche, certes, de savoir, mais nous avons également une tâche de militants ». Donc, il y aura une université populaire au Havre dans les années 1900-1901, et très souvent, les militants sont communs entre la société féministe et l'université populaire. Alors à l'université populaire, on chante, on doit chanter beaucoup au Havre, manifestement. Il y a la branche de Guy, c'est la chorale de l'université populaire. Et puis on réfléchit. On réfléchit. Et je voulais souligner qu'il y a une militante qui vient d'ailleurs, qui s'appelle, donc je n'ai pas... voilà, je me donne pour mission dans les années qui viennent d'écrire à son propos. Agathe Fabre-Romain, qui est une lingère, qui vient de Nîmes et qui fait partie d'un milieu qui est tout à fait différent du Havre. Au Havre, ce qui compte, c'est la grande industrie. Enfin, ce qui est présent, c'est la grande industrie. Et à Nîmes, on est plutôt sur le petit atelier. Donc, il y a une société coopérative, il y a des mouvements coopératifs qui sont extrêmement importants. Agathe Fabre-Romain en est issue et elle a monté un syndicat féminin en 1891, qui s'appelle l'Avenir des femmes. Et il se trouve qu'elle arrive au Havre, un peu par le plus grand des hasards. Sa fille est nommée probablement comme professeure à l'école primaire supérieure. Et elle fait partie des fondatrices de la Société féministe du Havre. C'est une personne qui est tout à fait importante et qui, sans instruction, fera régulièrement les comptes rendus de congrès, de journées d'études dans le journal qui s'appelle L'Émancipation humaine de Nîmes, donc. Et donc, tous ces gens se connaissent bien, et si on lit un petit peu sur le Havre, on se rend compte que c'est le milieu que fréquentait le père d'Armand Salacrou. Armand Salacrou, il en parle dans l'Impromptu des Libérés, qui sont des entretiens avec un journaliste, et puis il dit, voilà, chez mon père, il y avait des instituteurs, parfois radicaux, et c'est le milieu de la société féministe. Alors, que vont-ils faire et comment est-ce qu'ils s'organisent? Alors, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils font une cotisation qui n'est pas chère, puisque l'adhésion à la Société féministe du Havre, c'est 2 €. Et pour donner un petit peu, pour l'époque, ce que ça représente, quand on est adhérent, quand on est affilié à la Société de photographie du Havre, c'est 12 € par an, donc c'est vraiment beaucoup plus cher. Et même une association qui se veut grand public, comme le Conseil national des femmes françaises qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quand même 5 € par an. Donc 2 €, c'est pas cher du tout. C'est un tiers de ce que demandait la Croix-Rouge pour affilier les femmes. Donc ça garantit un recrutement sans sélection, au moins au niveau des finances. D'autre part, elle va décider qu'elle est mixte, donc elle est dirigée par un comité exécutif avec une trésorière et 6 secrétaires, c'est-à-dire 3 hommes et 3 femmes, au moins jusqu'en 1912. Après, Pauline Rebourg s'en va. Elle va d'ailleurs suivre des études et devenir avocate à Paris. Et du coup, effectivement, dans cette société féministe, on aura cette fois-ci une présidence féminine. D'autre part, c'est un fonctionnement qui est extrêmement démocratique parce que tout le monde peut amener des invités, on peut se munir de coupures de journaux, on amène de quoi écrire et on travaille sur place pour faire des communiqués pour les journaux et pour élaborer collectivement des revendications. Et enfin, donc, on publie dans les journaux l'organisation de cette société et elle dit qu'elle se propose... Alors, la société a pour but d'obtenir l'égalité des droits de l'homme et de la femme du point de vue électoral, civil et économique. Ainsi définie, elle se propose l'étude des moyens employés pour obtenir cette égalité, la propagande, on utilise à l'époque le terme de propagande, qui sera assimilé à du bourrage de crâne pendant la Première Guerre mondiale, mais à l'époque c'est un terme qui est encore neutre, qui n'est pas du tout désobligeant. La propagande en vue d'attirer l'attention du public sur ces questions, l'action en vue de faire passer dans la réalité les formes reconnues justes et en première ligne le droit de suffrage pour les femmes au suffrage municipal. Et quelque temps après cette introduction finalement dans les journaux, cette proclamation de la société féministe, il y a un journal qui va interroger Pauline Rebourg et qui va lui dire « Mais vous ne jouez pas un peu petit bras, là, de réclamer seulement le suffrage municipal ?» Et elle dit « Mais que non, nous réclamons d'abord le suffrage municipal, mais il va de soi que nous avons d'autres ambitions, mais on va commencer par on commence par ce qui est possible. » Donc, en fait, ils vont avoir dans leur action 3 objectifs. D'une part, être visibles, c'est une véritable leçon de militantisme. Être visible, ensuite faire des actions concrètes
Et enfin, réfléchir, c'est-à-dire s'appuyer sur une réflexion. Alors, pour la visibilité qu'obtient la société féministe, c'est une foultitude de conférences données dans les écoles, données à l'hôtel de ville pour la première d'entre elles, ce qui n'est pas rien. Et on va surtout mettre le siège de la société féministe à l'hôtel de ville même, ce qui, à l'époque, est assez exceptionnel pour des femmes, puisque toutes les œuvres philanthropiques font des réunions au domicile de la présidente. Une femme de la bourgeoisie, sur la côte, sur l'axe Félix-Faure, ne se rend pas dans les salons de l'hôtel de ville. Elle invite chez elle. Je vous rappelle que Julie Siffried, elle avait sa salle des pauvres au sous-sol de la maison, la salle des pauvres. Elle l'intitulait comme cela, dans laquelle on venait coudre en échange de quelques pièces, et séance pendant laquelle elle lisait la Bible à voix haute. Donc ces dames recevaient la charité en cousant et en écoutant la Bible des après-midi entières. Et même André Siffried, dans les années 20, lorsqu'il explique le système de la salle des pauvres, il s'en excuse, puisque ça paraît déjà complètement désuet, obsolète et hors sol d'utiliser une telle terminologie. Donc il va y avoir des conférences, donc, en particulier pendant le congrès des Petites Arts, assez connu au Havre, en 1909. Eh bien, les féministes havraises, elles invitent des conférenciers, et c'est toujours une femme qui anime et qui distribue la parole. Et ça, c'est assez rare, parce que d'ordinaire, c'était l'inverse. On pouvait inviter une femme à parler, mais il y avait toujours un homme qui supervisait et qui distribuait la parole entre les différents intervenants. Donc ça, c'est assez novateur. Ensuite, il va y avoir véritablement une militance. Alors, la base, c'est, vous savez, la loi du Saussois. La loi du Saussois, elle prévoyait donc le droit de vote, mais non l'éligibilité, aux élections municipales d'arrondissement et d'arrondissement, ça s'arrêtait là, conseil général et conseil d'arrondissement, et qui reprenait une proposition de loi de 1901 qui voulait se limiter, parce que sur le droit de vote en France, ça a toujours été complexe. Pendant un temps, un certain nombre d'hommes, y compris des députés, voulaient bien accorder un droit de vote, à condition que ce soit aux veuves, aux femmes célibataires et aux divorcées. En quelque sorte, ce qu'on a appelé la femme sans homme. C'est-à-dire qu'une femme a le droit de vote s'il n'y a pas d'homme dans son entourage. Et éventuellement, s'il y en a eu un. Si elle est veuve, c'est encore mieux. D'accord ? Donc cette idée du droit de suffrage, Anne Vergeux l'a bien montré, elle a pris elle a eu des périmètres différents. Ça peut être à des femmes, mais pas tous les types de femmes, c'était le cas en Angleterre pendant un temps. Ça peut être à des femmes, mais pas sur tous les types de votes. Mais déclarer le même suffrage universel que le suffrage universel que l'on appelle maintenant masculin, c'est une revendication, c'est un axe militant assez tardif, qui date vraiment du début du XXe siècle. Donc cette idée est donc d'obtenir d'abord le droit de vote pour des élections qu'on va appeler locales, municipales ou d'arrondissement, et de distribuer pour cela du matériel de propagande. Alors, en fait, je vous ai apporté d'ailleurs, je vais le faire circuler tout à l'heure, le premier journal, donc la Société féministe du Havre, a édité 2 publications. Au départ, un bulletin trimestriel, donc il y en a une partie à la bibliothèque historique de la ville de Paris, mais il n'y a que quelques bulletins. Beaucoup de choses ont été perdues, donc je vous en prie, si vous trouvez des choses, vous les conservez, vous les transmettez, d'accord ? Et puis, d'autre part, à partir de 1909, c'est un mensuel qui s'appelle Le Féminisme havrais et qui est vraiment dans les comment dirais-je, qui est vraiment un journal d'époque avec un feuilleton à suivre. Alors c'est une histoire de petits bonshommes qui arrivent dans un pays imaginaire, sur une petite barque. En fait, ils arrivent au pays des féministes. Donc voilà, et c'est probablement Pauline Rebourg et Raoul Rebourg qui ont écrit ensemble, parce qu'ils ont publié pas mal d'autres livres ensemble. Et voilà, il y a des petites choses pour amuser le lecteur, et puis en même temps, il y a des articles de fond, et en particulier sur ce militantisme. Donc on va distribuer aussi des petits carnets de propagande. On dirait aujourd'hui des éléments de langage. Vous rencontrez quelqu'un, vous savez exactement comment vous exprimer pour militer. Et puis, le but, c'est d'obtenir des places pour les femmes comme déléguées cantonales, représentant donc de la société civile dans les écoles. C'est le principe du délégué cantonal ou de la déléguée cantonale. Et également d'être présente au jury d'assises, en argumentant ensuite, nous sommes au jury d'assises, nous devons également avoir le droit de vote, puisque, il y a un rapport avec la citoyenneté.
Et enfin, dans ce travail de militant, il va y avoir l'idée aussi de mener une réflexion. Nous sommes à ce moment-là dans les débuts de la sociologie. Il y avait déjà une société sociologique au Havre qui s'appelait la société Turgot, qui n'a jamais invité l'ombre d'une femme dans ses rangs, qui ne comptait pas de femmes dans ses rangs. Et cette fois-ci, la Société féministe du Havre, elle va contribuer à la création de ce qu'elle appelle l'Institut international pour la diffusion des expériences sociales, donc à l'aide d'un docteur en droit qui était né à Vienne, qui s'appelle Rodolphe Broda, et qui était, lui, professeur au Collège libre des sciences sociales entre 1900 et 1910. Et donc, on va réfléchir à le travail, l'école, la sécurité, l'urbanisme, et comment le décliner en termes féminins. Ce qui me semble extrêmement moderne dans la réflexion. Et la vice-présidence de cet institut, qui est mixte, échoua à Charlotte Frémont, qui est présidente de la Société féministe du Havre. Alors évidemment, ça commence au printemps 1914, donc vous imaginez bien que Rodolphe Broda étant autrichien, fin de l'épisode dès le mois d'août, et on ne sait pas ce que serait devenu cet institut, mais qui était manifestement très dynamique. Enfin, dernière partie de ce qui est demandé et de ce qui est obtenu par ces féministes, c'est d'intégrer le mouvement national. Alors, elles ont le choix entre le Conseil national des femmes françaises, qui est, on l'a dit tout à l'heure, très modéré, qui va dans un premier temps refuser l'adhésion de la Société féministe du Havre en argumentant sur le fait qu'elle est trop jeune. C'est vrai que statutairement, il faut 1 an avant de pouvoir s'affilier. Il faut avoir 1 an de militantisme pour pouvoir s'affilier. Bien, on peut supposer que c'est parce que la société est trop radicale. Et donc, elle va adhérer donc, à cette société au bout de quelques temps, mais surtout, elle va adhérer à l'Union française pour le suffrage des femmes, qui est montée à partir de 1909 par Cécile Brunswick, qui deviendra une des premières femmes sous-secrétaire d'État pendant le Front populaire. Voilà, alors on peut se demander, ce qui nous intéresse quand même aujourd'hui, c'est comment se positionne la Société féministe du Havre par rapport aux grands problèmes du temps. Alors le premier problème, c'est le mouvement ouvrier. Pendant très longtemps, on sait bien que le socialisme s'est accommodé très difficilement du féminisme en disant, l'argument est un peu, oui, vous profiterez du grand soir, mais faisons-le d'abord. Voilà, on va faire le grand soir et ne vous inquiétez pas, vous y retrouverez. Là, effectivement, on pourrait dire que c'est la situation en 1908. En 1908, le journal Vérité, qui est le journal de l'Union locale des syndicats havrais, reçoit Pauline Rebourg, se moque volontiers, reconnaît qu'elle est capable, voilà, de tenir son auditoire, mais en même temps, voilà, lui dit, mais alors voilà, j'ai 1 ou 2 citations, et il dit très précisément, ce journal Vérité, les revendications des femmes sont de 3 ordres, civiles, économiques et sociales. Les revendications civiles ne concernent pas les prolétaires, qui sont les seules femmes qui méritent notre sympathie. D'autre part, en 1909, Vérité dit encore « La femme est un obstacle à l'évolution des idées. Restée imprégnée de l'éducation religieuse et du respect de la tradition, elle a conservé le droit presque exclusif à l'éducation des enfants qui reste sous le coup de cette tare féminine. » Et donc, il y a, dans ce journal Vérité, qui est vraiment le journal extrêmement connu au Havre de l'Union des syndicats, il y a cette réserve, le mot est faible. On peut dire qu'en 1914, la situation n'est pas du tout la même. D'abord, les féministes ont montré qu'elles étaient capables d'agir, ont montré qu'elles représentaient évidemment un point d'appui du mouvement populaire, au sens où, à l'intérieur du couple, oui, si on avait une femme qui avait le droit de vote, ça changerait un petit peu les choses, tout à fait. Et donc, à partir de 1913, on voit que quelqu'un comme Agathe Fabre-Romain peut faire le rapport sur l'affaire Couriot, la fameuse affaire à Lyon où une femme n'avait pas été autorisée à rentrer dans un syndicat et son mari en avait été évincé sous le prétexte que le syndicat devait être réservé aux hommes. Ce rapport de l'affaire Couriot, dans les journaux havrais, il passe comme une lettre à la poste. En 1913, voilà, le féminisme, au niveau national et au niveau local, a vraiment fait son œuvre. Et l'ouvrage de John Barsman, que vous connaissez sans doute, Métallo, Docker et Ménagère, montre bien la place qu'ont pris les femmes à ce moment-là dans le mouvement populaire. Donc la situation penche franchement en faveur du féminisme. D'autre part, il y a une autre question qu'on ne se pose peut-être plus aujourd'hui, mais qu'on s'est posée à l'époque. Quel positionnement par rapport à l'action philanthropique féminine classique? Que dire aux grandes bourgeoises
qui se disent peut-être féministes et qui font des œuvres maternelles, des gouttes de lait, de l'anti-alcoolisme. Quelle position prendre quand on est une femme de la classe moyenne et qu'on est féministe? Comment est-ce qu'on intervient? Eh bien, en fait, à une nuance près, la société féministe va accepter, je crois qu'elle le fait tout à fait de bon gré, elle prend en charge toutes les questions féminines, la question de l'allaitement maternel, la question des jeunes filles mères, et elle va prendre en charge avec beaucoup de sérieux ces questions qui préoccupent les femmes, même si on a envie de dire « mais votre souci, je croyais qu'il était politique, je crois que c'était juste le droit de vote ». Non, non, elles abondent dans ce sens, et il va de soi qu'à l'époque, une femme qui veut obtenir des droits, elle se dit, dans la première vague féministe, peut-être qu'Elie nous en parlera tout à l'heure, mais l'idée c'est que l'expertise, on va obtenir le droit de vote sur une expertise et sur un savoir-faire et sur un savoir. Et c'est dans un domaine maternel et dans un domaine féminin. Donc effectivement, elle se préoccupe d'intervenir auprès de la municipalité pour le droit des femmes dans un sens absolument sanitaire, concret, maternel, allaitement, etc. Et par rapport à ce mouvement philanthropique, elles acceptent de travailler, y compris dans les sociétés de consommation qui existaient à l'époque, alors qu'elles sont quand même tenues par des femmes de la grande bourgeoisie. Elles acceptent tout à fait de travailler avec. Alors comment va se terminer cette histoire ? On a peur et on a raison. Oui, alors je disais une exception près, parce que Pauline Rebourg sera effectivement la seule à ne pas être dans l'action sanitaire et sociale et à se limiter à une action purement politique. Et c'est une des rares féministes à l'époque à revendiquer une action politique en tant que telle, limitée à cette revendication du droit de vote. Alors, ça va être l'épreuve de la guerre et de l'après-guerre. Alors, il faut indiquer d'abord que nous sommes dans la classe moyenne, avec des femmes qui sont assez jeunes. Pauline Rebourg, elle est née en 1878, et les femmes qui travaillent avec elle sont tout à fait de cette génération. Et donc, ces femmes ont des maris qui sont mobilisés, et il y a un certain nombre de tragédies personnelles qui sont très très difficiles. Louise Guillaume, qui est la secrétaire de la Société féministe, qui a épousé le secrétaire de l'Université populaire, qui est également à la Ligue des droits de l'homme, voit son époux partir à la guerre, et il est démobilisé, probablement avec un traumatisme crânien, probablement. Il meurt au bout de quelques mois à son domicile, donc c'est vraiment assez tragique. Alors que dans d'autres sociétés, je pense ces grandes bourgeoises havraises, d'abord elles sont beaucoup plus âgées, donc les maris ne sont plus mobilisables. Et j'avais calculé, j'ai fait un rapide calcul, dans la haute société havraise, il y a un conjoint sur 7 seulement qui est mobilisable. Donc ces femmes-là, elles sont à la fois à leur travail, à la fois à l'action philanthropique féminine, et à la fois avec des problèmes familiaux qui sont absolument majeurs. Donc elles travaillent tout de même en commun avec l'orphelinat des armées, qui est un groupe qui est laïque par rapport à toutes ces catholiques qui voulaient... l'enjeu des enfants pendant la guerre, il est très très important sur qui va récupérer les orphelins. Elles participent à des journées de bienfaisance, elles ont encore complètement pignon sur rue à ce moment-là. Elles remplacent, d'ailleurs, on leur dit « Ah bah machin n'est pas là, c'est pas grave, on y va, on a du monde, on a du personnel ». Elles ont toutes les jeunes filles de l'école primaire supérieure qui sont disponibles pour faire, vous savez, c'est des grandes quêtes dans les journées de bienfaisance. On distribue des petits insignes, des petits drapeaux belges, et on récolte des fonds pour subvenir aux besoins des soldats qui n'ont pas de proches pour envoyer des colis. Et donc, elles sont extrêmement en vue encore en 1915, 1916, 1917. Simplement, les dernières traces que nous avons de la société féministe, c'est 1923, et c'est donc c'est démoralisant, c'est vraiment une disparition qui est complètement tragique. Donc on peut y voir 3 causes. La première raison, c'est celle du découragement. Vous savez que dans l'après-guerre, finalement, ces femmes n'obtiendront pas le droit de vote. Pour les jeunes générations qui voudraient entrer à la société féministe, c'est absolument dramatique, parce qu'on a l'impression que plus on avance, plus l'horizon recule, et qu'elles n'ont pas gain de cause. La deuxième chose, c'est que dans les années 30, elles vont rentrer en masse dans les sociétés antifascistes, probablement sur l'exemple des Rouennaises. Je pense à Juliette Decroix, qui est agrégée d'anglais au lycée de jeunes filles de Rouen et qui rentre dans l'Association internationale des femmes pour la paix, qui est une grande association antifasciste. Et puis, d'une manière générale, toutes les sociétés de réflexion d'avant-guerre
constate une désaffection de la population. À l'Université populaire, par exemple, en 1922-1923, on indique « Nous subissons le courant d'indifférence qui se manifeste dans tous les milieux, et surtout dans les milieux populaires. Le grand public, qui témoigne d'un engouement excessif pour les exercices physiques, matchs de football, courses diverses, et pour les distractions frivoles, cinéma, danse, etc., se désintéresse des spéculations de l'esprit. » Et donc, on a l'impression, c'est les années folles. Hein. On est dans les Roaring Twenties, c'est-à-dire les années folles, et il y a la roue a tourné, et on n'est plus sur ces questions féministes. La question de l'oubli, tout de même, se pose pour nous-mêmes. Comment a-t-on pu oublier ces militantes qui, en 1918, reçoivent la Croix-Rouge américaine, qui, à Rouen, distribuent les secours à la municipalité parce que le maire est mobilisé et que c'est la population civile qui se charge de la distribution des secours. Comment a-t-on pu oublier à ce point cette avancée du militantisme féminin ? Eh bien, il y en a encore un qui en parle, c'est Raymond Queneau, en 1939. Il écrit dans son roman « Un rue d'hiver », il cite une certaine Madame Dutertre. En fait, c'est la bouquiniste Madame Bois, hein, qui a été présente à la Société féministe. Et elle dit en pleurant, elle a un mouchoir et elle pleure en recevant le héros du livre. Et elle dit « Ah, moi aussi j'étais féministe, mais vous savez, maintenant, ça ne sert plus à rien. » Voilà. Alors, en fait, le véritable trou se pose dans les années 30. D'abord, ces femmes ont vieilli. Christine Barr a vraiment montré hein, qu'il n'y a pas de passage de témoin. Il y a une très très mauvaise... La mémoire de ce mouvement, et c'est récurrent dans les mouvements féministes, il faut qu'on le prenne en compte, la mémoire de ces mouvements n'a pas tenu dans la durée. Et puis ensuite, on va être justement dans cette optique, dans cette lecture marxisante de la lutte des classes, où on ne peut pas introduire une nuance de genre dans cette analyse. On renvoie dos à dos bourgeoisie, classe ouvrière. Je prends l'exemple de Jean Rabot, qui est le fondateur des membres des jeunesses communistes, puis de la SFIO, fondateur de la Société des études jaurétiennes, qui dit encore en 1978, la belle époque, c'est l'apogée du féminisme bourgeois. Moi, mes femmes, je les vois dans tout, mais sauf dans la bourgeoisie. Et donc, effectivement, cette distance, elle se poursuit. On est en 78 à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est 10 ans après mai 68. C'est quand même assez bluffant. Hein, donc, les études féministes ont repris dans les années juste après, 1973, très précisément pour le premier cours. Et donc, les historiens du Havre n'ont pas échappé à cette lecture de classe. Jean Legoix, hein, comme... érudit, havrais, en janvier 1984, il dit encore bien sûr, il y a des femmes au Havre, je ne les oublie pas. Il y a quelques privilégiés qu'il désigne comme des gloires locales, Madame de Lafayette, Madeleine Scudéric, bien sûr, et encore Marie Le Maçon-Le Golft, mais il les oppose à celles qui, par leur courage et leur obstination, ont dans l'anonymat tracé aux côtés des hommes l'histoire du Havre. Et il pense essentiellement à la grande industrie et à ses ouvrières, qui mérite effectivement qu'on en parle. Donc le premier livre qui vraiment commence à parler des sociétés de province, c'est 1989, c'est la thèse de Laurence Klejman et Florence Rochefort. C'est une des rares thèses écrites à deux mains d'ailleurs, hein, et qui commence à bien montrer cette construction du féminisme et à montrer également le fait que la province existait. Et il ne faut pas qu'on ait une lecture parisianiste de la chose, parce que Paris n'avait pas, au niveau idéologique, le poids qu'il a aujourd'hui, dans la mesure où il y avait encore beaucoup de gens extrêmement cultivés en province et qui donc développaient hein, ce genre de cercle. Alors, en conclusion, que dire ? Eh bien, quelques trajectoires. Donc, Agathe Fabre-Romain, ma petite lingère, qui écrivait dans les journaux, eh bien, elle repart à Nîmes, probablement parce que voilà, sa fille part en Angleterre, elle n'a pas plus de lien que cela avec le Havre. Et puis, Pauline Rebourg donc, devient avocate au barreau de Paris. Elle va militer pendant les 20 années suivantes. Elle recevra la Légion d'honneur en 1937 pendant le Front populaire. Germaine Abraham, qui était déjà avocate au Havre et membre de la Société féministe, fait des émissions radiophoniques lors desquelles elle informe le public des droits qui sont les leurs.
qui sont les siens, donc c'est tout à fait intéressant. Elle est investie dans l'action laïque et républicaine. Elle est également médaillée de la Légion d'honneur en août 1937. Elle est avocate auprès du ministère de l'Éducation nationale, hein, comme on dit, on quitte l'instruction publique, on dit l'éducation nationale, puisqu'on est après le début du Front populaire. Et elle est évidemment déchue de son poste au moment de la promulgation du statut des Juifs sous la plume du maréchal Pétain en 1940, et elle sera réintégrée en avril 1945. Alors ça me paraît tout à fait symptomatique, parce que Germaine Abraham, qui était havraise, donc ses parents étaient nantais, et en fait ils sont venus pour le génie civil au Havre. Le Havre vraiment à l'époque, hein, au centre de beaucoup de choses. Et elle va porter aux archives nationales, elle fait don aux archives nationales dans les années 80 de toutes les archives de son frère qui était Marcel Abraham, qui était le secrétaire particulier de Jean Zay, mais elle ne donne pas les archives de la Société féministe du Havre. Elle ne pense qu'aux archives de son frère, Marcel Abraham. Et puis, il me semble que dans ce que nous pouvons hériter de la société féministe, c'est la méthode. Parce qu'on dit, évidemment, la faille, c'est « Ah, mais vous êtes féministe, mais vous n'êtes pas toutes d'accord entre vous. Et vous avez forcément des désaccords et vous venez de lieux différents. » Et Pauline Rebourg y répond dans le bulletin de 1909 et elle dit, elle intitule un article « Notre neutralité ». Ce n'est pas que nous craignions les idées et les discussions, qu'elles soient politiques ou religieuses, mais en tant que groupement strictement féministe, nous n'avons pas à prendre parti. Ce n'est pas de la timidité, mais l'expression du désir de ne pas compliquer par d'autres questions la question si complexe que nous avons à étudier. Il y en a parmi nous qui sont des modérés, d'autres qui sont des avancés. Nous les invitons à faire sur un point bloc sur les revendications de la femme, méconnues ou oubliées. Abonnez-vous donc à une revue féministe, laquelle nous nous sommes donné comme règle à la Société féministe du Havre de ne pas prendre part sans raison sérieuse pour tel ou tel type de féminisme. Nous voudrions une concentration des efforts. Alors je dirais, il n'y a qu'une seule limite que ces féministes s'imposent, c'est qu'elles veulent la République, ce sont des laïques, elles sont anticléricales, et Agathe Fabre-Romain écrit à Charles Péguy, qui a une évolution du socialisme vers le catholicisme. Elle lui dit « Je ne vous reconnais plus, je ne reconnais plus le Charles Péguy des cahiers de la quinzaine. Moi, je suis allée à l'école des sœurs, je peux vous dire qu'on n'y apprend rien. Je n'ai entendu parler ni de Jeanne d'Arc, ni de la République, et j'appelle de mes voeux une école laïque constructive pour le peuple. » Et c'est vraiment la limite que se donnait la société féministe, et sinon, il me semble que c'est tout à fait intéressant de voir un modèle dans lequel on part, non pas des dissensions, mais des points communs, ce qui justifie mon intervention, même si j'ai des côtés un petit peu universalistes dans ma pratique féministe personnelle. Voilà. Merci. Donc du coup, si vous avez des questions, même si on ne sait pas tout. Si jamais il y a des questions, nous avons un micro que je vais céder à... Alors, merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler que Madame Claire Saunier-Le Foll, ouais. parce qu'on ne vous a pas présenté tout à l'heure. Je ne me suis peut-être pas présentée moi-même. Ouais. Voilà. Donc vous êtes enseignante et chercheuse. Vous avez fait votre thèse sur la société féministe havraise, comme vous l'avez expliqué ici. Merci beaucoup d'être venue. On va faire les questions. Voilà. Et je vais te poser la question. Je vous passe le... juste petite préoccupation. Voilà. Vous avez des cafés, vous avez des thés si vous avez envie, mais surtout si vous avez envie d'aller aux toilettes. C'est l'alvéole d'à côté. Voilà. Et tout est gratuit. Voilà. Même les toilettes. Merci. Merci beaucoup pour toute cette histoire qui est vraiment passionnante. Moi, j'ai une question. Enfin, moi, je suis très impressionnée par le travail de l'historien et cette capacité à établir voilà, des continuités. Ma question, c'est sur l'oubli dont vous avez parlé et les trous dans l'histoire. Et je pense qu'il sera question encore des vagues. Et bon, moi, ce que je comprends, c'est que c'est effectivement une stratégie antiféministe que d'ouvrir ces brèches et laisser la béance s'installer et qu'on ait tout le temps l'impression de recommencer au début une histoire qui, en fait, a déjà pas mal d'épaisseur et de consistance. Et j'aime bien aussi en même temps ce proverbe que j'ai entendu notamment que j'ai lu sous la plume de Thierry Pacaud, qui est un philosophe normand que j'aime bien, qui écrit sur l'enfance.
dit l'expérience est un peigne qu'on tend à un chauve. Un peigne que la vie vous tend quand vous devenez chauve. Et que de toute façon, chacun doit faire son expérience et qu'il n'y a pas de transmission. En fait, on ne transmet jamais rien. Et en même temps, là, j'ai l'impression que vous nous transmettez quelque chose. Donc moi, je suis un peu embêtée. Et je me dis, comment vous, avec votre savoir et votre expérience, vous comprenez ce qu'on peut éventuellement établir comme pont par-dessus ces brèches. Oui, alors, merci beaucoup pour cette question qui est plus personnelle. Alors, je dirais d'abord, au niveau du travail de l'historien, moi, ça m'intéresse. C'est-à-dire que c'est au-dessus de beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans la vie. Après, il faut travailler pour manger, tout ce qu'on veut. Mais c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et il n'y a pas, dans ce cas-là, de négociation avec soi-même possible, sauf à abdiquer de ce qu'on est. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a une différence entre... par rapport à l'oubli, avant de voir le peigne qu'on tend à un chauve, par rapport à l'oubli, il y a les deux. Hein. Il y a à la fois des circonstances objectives dans les années 20 qui font qu'il y a des oublis. Par exemple, le vieillissement de ces militantes. Et ça, on le retrouve dans toutes les structures. Parce qu'en fait, moi, mon travail n'a pas porté exclusivement sur la Société féministe du Havre, mais je me suis intéressée à toutes les associations féminines, y compris les catholiques les plus radicales, entre 1890 et 1923, et sur le milieu rural et le milieu urbain. Mon but, c'était de voir la présence des femmes dans l'espace public, même lorsqu'elles ne le revendiquent pas et qu'elles disent « Ah, mais nous, le travail d'une femme, c'est d'être à la maison, on va vous l'expliquer », et que donc elles prennent la parole en public. Et donc mon travail, c'était de travailler sur les réseaux, voir comment, parce que ça n'avait pas été trop fait, comment une femme est à la fois à la Croix-Rouge, à la fois à l'œuvre maternelle, à la fois à la goutte de lait, et donc ça forme des réseaux, y compris dans les campagnes. En fait, il faut savoir que dans un village, dès qu'il y a 2 associations, les femmes, elles adhèrent aux 2. Donc après, les infos, elles circulent par les revues, par les amitiés, et les informations circulent très très vite. Et ça, c'est intéressant. Et on peut faire des modèles mathématiques, enfin utiliser des logiciels mathématiques dessus, c'était ça mon propos. Donc il y a un oubli qui vient du fait que toutes les militantes, que ce soit des catholiques traditionnalistes, il y a les sœurs Normands, là, les sœurs Augustin Normand, hein, qui s'appellent Normand à l'époque, hein, et pas Augustin Normand, qui sont voilà, dans l'anti-alcoolisme. Elles meurent à la fin de la guerre, elles ont 50 ans de militantisme derrière elles. Il n'y a pas, dans toutes les structures, qu'elles soient féministes ou pas, il y a une usure à ce moment-là des militants, et on peut le faire par cohorte. On voit bien que... on change d'association, donc il y a une vraie rupture après la guerre. La nécessité de changer d'air, probablement, c'est une autre époque. On célèbre les morts, on essaie d'entretenir la mémoire des morts, mais en même temps, ceux qui prennent la parole, ceux qui prennent le pouvoir militant, c'est d'autres personnes. Donc ça, c'est vrai. Après, je pense qu'effectivement, sur le tuilage, c'est une tactique antiféministe que de ne pas rappeler les choses, que de dire « Ah oui, vous avez des propos, c'est tout nouveau. Ah, vous êtes féministe, ce sont des idées nouvelles. » Non, ça, c'est vraiment une technique antiféministe. Il y a vraiment les deux. Il y a des trous qui sont créés objectivement, et puis après, il y a une certaine idéologie qui empoigne, qui enfourche l'idée que c'est parfait qu'on n'ait pas la mémoire des choses. Je pense qu'il y a vraiment les deux. Alors après... Là, je pensais à la différence parce que j'avais lu l'introduction du bouquin de Michel Perrault, enfin de la revue Les Nouveaux Féminismes. Et l'introduction a été faite par Michel Perrault, voilà, féministe patenté, universaliste, etc. Mais elle est tout à fait intéressante parce que, non, il n'y a pas de pierre dans le jardin à mettre ni des riens, ni des premiers, ni des autres. D'abord, moi, je ne me situe pas dans l'héritage dans la mesure où je vis aujourd'hui. Donc, je ne suis pas du tout dans l'héritage. Mon adolescence est potentiellement un héritage, mais j'ai les mêmes soucis que tout le monde au quotidien, je suis aux prises avec de temps en temps un manque de reconnaissance ou pas. Donc dans ce cas-là, si on est actif aujourd'hui, on n'est pas dans l'héritage. Maintenant, ce qui me semble intéressant, c'est de travailler les points communs, comme je le disais. Et il ne s'agit pas de tendre, en fait, les gens les plus âgés n'ont rien à tendre aux autres, je pense. Ils ont à travailler avec, mais surtout pas à... Voilà. Ce travail-là, il peut être fait par quelqu'un de 20 ans, par moi, quand on est plus de 60. Voilà, c'est pas une question, quoi. À partir du moment où c'est de l'histoire. Voilà. Je ne pense pas qu'au niveau du militantisme, je pense à une ville comme Le Havre, on a tout intérêt à avoir des points communs et des points d'action très précis. Ça me paraît essentiel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
J'en profite pour dire que j'ai amené, parce que je savais qu'il n'y avait pas de diaporama, j'ai beaucoup de mal sans images, je vous ai amené quand même la première page du mensuel Le Féminisme à vrai, de son numéro 1, qui est à la Bibliothèque nationale de France. Si jamais dans vos greniers, vous en avez d'autres, vous pensez à moi. Je vais vous faire passer. Bon, la presse et la reine, à l'époque... Voilà, on dit que c'est la presse, comme dirait Vincent Duclerc, c'est la presse absolue. Donc le tirage des journaux, c'est 1 million d'exemplaires. Donc le bulletin trimestriel de la Société féministe était tiré à 1000 exemplaires. C'est quand même un chiffre. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Allô? Allô? Oui. Parce qu'en fait, on enregistre, donc comme ça, tout le monde pourra vous entendre. C'est pas pour... Bonsoir, bonjour à tous et toutes. J'avais un petit commentaire, une petite interrogation de l'histoire. On voit des femmes qui ont eu des parcours, mais graduels, enfin, institutrices devenues avocates, changement de région. Donc admiration, enfin, c'est quelque chose qui me paraît un petit peu différent d'aujourd'hui, mais peut-être que je... Oui, alors différent d'aujourd'hui, je ne sais pas. Différent de l'image qu'on en a probablement. C'est une très bonne question. J'aimerais savoir, je pense qu'on peut travailler encore là-dessus, justement au niveau des militantes de base, les liens d'Agathe Fabre-Romain à Nîmes avec Le Havre sont intéressants à fouiller, parce que ça fait partie de l'histoire de la transmission des idées, qui n'est pas une histoire que des femmes, mais des hommes aussi, hein, donc c'est tout à fait intéressant. Elle travaille aussi à Guise avec l'entreprise Gaudin, qui est un foyer aussi très très important au niveau de l'élaboration des idées d'un certain socialisme, dirais-je, avec voilà, des choses tout à fait intéressantes. Mais oui, alors... En fait, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus. Il y a des professions qui sont plus faciles que d'autres. Je pense aux femmes qui deviennent journalistes. Donc La Fronde, qui paraît en 1897, c'est le premier journal qui est entièrement fait par des femmes. À la direction, à l'écriture, donc par des journalistes, à la réalisation technique, à la comptabilité, il n'y a que des femmes. Et le journalisme est sans doute un des domaines dans lequel il n'y a pas besoin de diplôme. Donc il y avait moins d'obstacles que pour devenir avocate. Moi, je suis épatée aussi par Pauline Rebourg, qui passe son diplôme d'avocat pendant la Première Guerre mondiale. J'avoue que je suis épatée. Germaine Abraham, elle est d'un milieu plus choisi, et c'est sans doute moins difficile pour elle. Elle devient avocate à 22 ans, je crois, voilà. Mais Pauline Rebourg, elle fait ça quand son mari est mobilisé et qu'elle a ses 3 enfants, ouais. Effectivement, ouais. D'accord, ouais. Fémage appuyé. Et associé à cette idée, j'avais en tête l'outil qui est l'arpentage. Est-ce que ça a traversé vos recherches, vos découvertes aujourd'hui, ça ressort. Enfin, moi, j'appelle ça un outil, une lecture collective de différents écrits, en fait, autant fiction que de la connaissance. Est-ce que l'arpentage a été utilisé dans ces époques Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer davantage ce que c'est ? Donc, c'est une lecture, c'est des lectures collectives qui permettent de l'apprentissage plus rapide, puisque en fait, un groupe se divise un ouvrage. Et ce qui permet de restituer de manière... Alors, c'est assez difficile de le dire, puisqu'on a, pour la société féministe, vous savez, on n'a pas les PV, on manque de plein de choses. Par contre, il y a une certitude, c'est que les abonnements des journaux, puisque le journal, à l'époque, c'est vraiment l'outil de base et le matériau sur lequel on va travailler pour s'informer de ce qui se passe ailleurs. En fait, les occurrences, quand on cherche, vous savez, sur Gallica, qui recense plein d'écrits imprimés de l'époque, on met Société féministe du Havre ou Société féministe Le Havre, on trouve des choses à Bayonne, on trouve des choses à Alger, c'est-à-dire que ça circule. Voilà. Alger, les journaux d'Alger, les journaux d'Oran parlent de la Société féministe havraise. Mais pour vous suivre, les abonnements aux journaux, donc, dans un groupe comme la Société féministe du Havre, ils sont collectifs. Vous ne recevez pas le journal chez vous, on le reçoit au local, donc à l'hôtel de ville, et on le lit ensemble, probablement. Je pense que c'est ce qui permet à des jeunes filles de l'école primaire supérieure d'intégrer pleinement le groupe, et très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de travail collectif. Mais j'ignorais le terme.
Merci. Alors que chez les catholiques, c'est individuel. Alors, il y a le temps pour une dernière question, si quelqu'un a une dernière question à poser, puisque dans 2 minutes, il va y avoir 10 minutes de pause à peu près avant que Élie vienne présenter sa conférence, le féminisme du 19e à aujourd'hui. Ça va bien se passer. Donc, je vous rappelle qu'on est donc, le collectif Le Havre des Luttes en partenariat avec La Poudrière et La Marche. Pendant le temps de pause, il y a plusieurs stands. Donc, il y a le Vulva Festoche qui se trouve ici. Juste derrière, il y a Nous Toutes, puis Amnesty International. La Marche, La Poudrière et Menstruaction, qui seront là toute la journée pour présenter ceux qui font leur projet, leur collectif. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi pour les voir. Nous proposons du café, du thé, du sirop et de l'eau de manière gratuite. Il suffit d'aller au comptoir pour demander. Et la HUP, la librairie féministe itinérante, arrive à 15h pour s'installer. Donc à ce moment-là, vous pourrez aussi avoir librairie et bibliothèque. Donc vous pourrez aussi voir soit pour acheter, soit pour emprunter un livre avec elle. Donc, dernière question. Oui, il y a le... D'accord. Merci. Il y a le chapeau, il y a la possibilité aussi de scanner le QR code du Havre des Luttes sur toutes les affiches. Et toutes les boissons sont gratuites, mais il y a aussi possibilité de faire un don au passage si vous voulez. Et je développerai le sujet un peu plus, mais si vous avez un peu trop de sous, on ne sait jamais. Surtout, n'hésitez pas à faire un don à la Marche des Fiertés aussi, pour qu'on puisse la tenir l'année prochaine. Donc, on fera après une prise de parole dans 1 heure à peu près pour expliquer un peu le projet de cette année. Mais voilà, surtout n'hésitez pas parce qu'on fonctionne sur les dons et parce qu'on n'a pas de financement au niveau de la mairie ou de ce genre de choses. Voilà. Donc, je vais clôturer là. Est-ce que quelqu'un a une dernière question à poser avant que... Non ? La montre a parlé. La montre a parlé. Alors, ben voilà, c'est fini. Et merci encore d'être venu. Merci beaucoup.